Je vais démarrer et puis Philippe va nous apporter des informations nouvelles puisque les OGM vont être utilisés dans le raffinage de la biomasse, ce qui est une information importante et pour l'instant très discrète. Voilà, mais avant je vais juste faire le point des dossiers en cours qui mobilisent la biomasse pour produire essentiellement des carburants. Donc on avait un comité de suivi, le 6e comité de suivi du projet ECO, du gros projet ECO de Lacq, qui vise à produire surtout du kérosène pour l'aviation. Donc c'était un comité de suivi essentiellement centré sur l'économie et le social. À cette réunion, on a eu quelques précisions d'ECO sur l'approvisionnement en bois. Ils réduisent, ils ont besoin de 300 000 mètres cubes de matière sèche pour produire le carburant, mais ils ont réduit l'utilisation de la biomasse forestière à 100 000, le reste étant des déchets bois et ou des produits agricoles, et notamment les pieds de vigne qui sont récupérés après arrachage. Mais ils sont donc à 100 000 mètres cubes de biomasse sèche, c'est-à-dire 170 000 de matière forestière humide. En revanche, il n'y a toujours pas de précision sur l'approvisionnement. On voit cette grande masse qui est indiquée, mais on ne sait toujours pas exactement où ils vont prendre le bois, quelles essences ils vont utiliser. Ils disent qu'il y aura une partie, peut-être un tiers, qui sera importé. Mais donc, on n'a toujours pas de plan d'approvisionnement précis. Et donc, on a bien sûr soulevé ce point et regretté effectivement qu'on n'y voit toujours pas clair sur ce problème essentiel de l'approvisionnement en biomasse forestière. Et c'est d'autant plus préoccupant que le représentant de la filière bois à ce comité de suivi a confirmé l'opposition du secteur économique à l'utilisation, à la mise en œuvre de ce projet ECO. Et il a en particulier dit que l'arrivée du nématode dans la Nouvelle-Aquitaine était un sujet de très grande préoccupation pour l'industrie du bois. Et ils s'attendent, eux, à de grandes difficultés d'approvisionnement, même sans ce projet ECO. Et donc, ils ont dit que le projet ECO, c'était, à coup sûr, dans le contexte actuellement, une déstabilisation du secteur économique de la filière bois. Au niveau du CAD, nous avons particulièrement insisté sur la note qui a été produite en septembre 2025 par le Conseil d'analyse économique au niveau national. Donc, le Conseil d'analyse économique, c'est un service qui regroupe les économistes, disons, les plus capés. C'est le Tyrol en fait partie, c'est les professeurs Harvard, les professeurs à Polytechnique. Donc, c'est les économistes les plus expérimentés qui se saisissent de dossiers stratégiques pour faire l'analyse et des recommandations à l'État. Donc, d'une part, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont saisis du secteur forestier en disant là, il y a un enjeu stratégique et ils ont passé au crible ce secteur. D'une part, ils ont chiffré économiquement les différentes fonctions de la forêt. Et en particulier, ils ont bien souligné que la sylviculture et la filière bois, économiquement, c'était 28% des valeurs totales du secteur forêt-bois. La fixation du carbone par les forêts est plus importante que la valorisation du secteur de la filière bois. Et également, tous les services environnementaux ont été chiffrés. Donc là, il y a eu un travail novateur, très important, qu'on attendait depuis très longtemps, d'avoir des éléments économiques précis sur ce que représentait le secteur bois. Mais plus important que ça, ensuite, après avoir fait cette analyse,
ils ont expertisé la stratégie du bois énergie, et notamment l'utilisation du bois énergie pour l'aviation. Et là, ils ont très clairement dit que c'était une stratégie très risquée, puisqu'il était maintenant pratiquement acquis que la forêt ne pourrait pas participer efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique. Et il était paradoxal, déjà aujourd'hui, que toutes les aides de l'État aillent au bois énergie, alors que ce bois énergie ne permet pas de décarboner. Et là, ils ont validé ce que l'on dit depuis 3 ans, c'est que à partir du moment où on coupe effectivement de la biomasse forestière, on déstocke du carbone. Et pour restocker ce carbone, il y a un temps très long qui fait que dans la stratégie bas carbone pour 2050, où il faut être neutre en carbone, eh bien la biomasse ne peut pas effectivement être pertinente pour décarboner, puisque le bois ne reconstitue pas le capital dans le délai court. Donc là, ils mettent le doigt, ils ont mis l'alerte sur la non-pertinence de cette stratégie d'utilisation de la biomasse pour faire des carburants. Donc, bien sûr, dans ce cadre-là, au niveau de Forêts Vivantes Pyrénées, on a lancé, après avoir critiqué effectivement le projet sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, on a lancé une offensive sur l'aéroport de Bordeaux, dont vous avez sans doute entendu parler. Donc, il y a eu une action de communication sur les réseaux sociaux sur l'aéroport de Bordeaux, à qui on a demandé, qui on demande encore aujourd'hui, de renoncer à l'utilisation de ce carburant produit qui serait produit par Ecoalac. Et demain, il y aura une manifestation à Bordeaux et une réunion publique à Essines pour développer ces thèmes. Et on considère effectivement que l'aéroport de Bordeaux, qui fait toute une communication sur le réchauffement climatique et l'implication et la vigilance qu'ils mettent à limiter ces nuisances sur le climat, sont en contradiction totale en utilisant du carburant qui utiliserait de la biomasse. Voilà, donc ça c'est le gros dossier éco. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que dans le même temps, les autres projets continuent à avancer. Le projet biochar de Miraya à Garlin est toujours en instruction. Et donc là, c'est 75 000 tonnes de bois qui seront nécessaires. Il y a un petit dossier nouveau, mais très sensible, et là on va y revenir, et Philippe va y revenir, c'est le projet Nacre, qui lui se présente très clairement comme la première industrie de raffinage de la biomasse pour produire de l'éthanol de deuxième génération. Et là, ils auront besoin effectivement de entre 53 000 et 78 000 mètres cubes ou tonnes de biomasse forestière. Et puis, petit dernier, on a vu arriver il y a une quinzaine de jours le projet effectivement Sobeji, qui déjà consomme 160 000 mètres cubes de biomasse forestière et qui envisage une extension d'activité qui consommerait 60 000 mètres cubes de bois. Donc on a effectivement cette pression sur la biomasse forestière qui continue à augmenter. Et on a toujours dans les cartons les projets importants comme la Syrie dans le Tarn, le projet de panneaux effectivement en finale, les projets effectivement de plaquettes forestières dans le Limousin. Voilà, donc on a tous ces projets qui s'accumulent et l'État refuse toujours, et ça c'est un point effectivement important, à avoir une approche globale du secteur. Par exemple, ils ont donné l'autorisation au projet Nacre en croisant les besoins de Nacre uniquement avec le projet de Garlin, mais ils n'ont pas croisé les besoins de Nacre avec les projets éco et les autres projets. Donc on avance au coup par coup, alors qu'aujourd'hui le problème majeur qui est posé, c'est la disponibilité globale de la biomasse sur le Grand Ouest,
avec tous ces projets industriels qui s'accumulent. Et c'est ce qui provoque effectivement une très grande inquiétude des acteurs traditionnels de la filière bois. Voilà, donc aujourd'hui, nous, la question qu'on se pose, si tous ces projets se confirment, qu'est-ce qu'il va rester de disponible pour les acteurs ruraux qui se chauffent au bois et pour toutes les petites chaufferies communales? On a bien compris effectivement que ces grands lobbies industriels veulent capter la biomasse forestière au détriment des usages traditionnels dans les territoires ruraux. Et donc, on voit bien aujourd'hui, il y a d'ailleurs, on voit dans les messages, on ne peut plus se chauffer au bois, patati, patata, etc. On prépare l'opinion à ce basculement de la biomasse forestière vers des usages industriels. C'est un point extrêmement important, mais sans doute dans la période où il va y avoir un bouleversement complet dans les usages. Et l'arrivée, effectivement, des technologies OGM vont accélérer, bien sûr, ce processus. Voilà, je laisse la parole à Philippe. Merci. Donc, effectivement, nous avons été alertés récemment à travers le visionnage d'un podcast qui s'appelle OMG Décodons les biotech. En fait, il y a eu un programme de recherche qui a été développé par l'INRAE avec la collaboration de IFP Énergie Nouvelle et de Axens pour développer des champignons et des levures génétiquement modifiées afin de dégrader la biomasse. Alors, la coïncidence, c'est que Axens et IFPEN, donc l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle, sont les opérateurs de technique du projet ECO et ont acheté les brevets qui ont été déposés. Alors, pour l'instant, ce procédé Futurol, il est utilisé uniquement pour produire du bioéthanol, notamment en Croatie, et à destination du transport routier. Localement, on a donc le projet NAF qui vient de sortir, qui va produire du bioéthanol et qui précise donc dans sa présentation que ce sera la première bio-raffinerie ligno-cellulosique basée sur la technologie française Futurol. Donc cette technologie elle va être déjà mise en œuvre sur le projet NAF. Axens, sur son site internet, déclare que ces brevets pourraient être utilisés pour d'autres usages que le bioéthanol. IFPEN a mis en place un pilote ainsi qu'un démonstrateur industriel utilisant comme biomasse le miscanthus ainsi que des résidus agricoles et forestiers. Comme par hasard, alors que ECO basait son plan d'approvisionnement à l'origine sur principalement de la biomasse forestière, aujourd'hui, son plan d'approvisionnement est basé aux 2/3 sur de la biomasse secondaire agricole et forestière. Alors qu'on sait, par expérience, que dans les expérimentations qui ont été faites de production de biokérosène, ça ne peut marcher qu'avec ce qu'on appelle du bois rond, c'est-à-dire de la bique de bois. Aujourd'hui, ECO nous dit on va faire du biokérosène avec de la biomasse secondaire. Donc ça nous pose de grandes questions. Et donc on s'est dit, est-ce que effectivement ECO, donc Élise Énergie, le promoteur de ECO, ne compte pas utiliser des organismes génétiquement modifiés pour dégrader la biomasse? Donc le 27 novembre dernier, lors du comité de suivi de la concertation continue du projet ECO, la question a été posée par le CAD. Est-ce que des OGM seront utilisés dans une usine BioTjet pour produire du biokérosène? Alors, non seulement Élise n'a pas répondu à la question, mais a clos le débat. Donc, puisque vous êtes là, nous posons à nouveau la question via la presse. Est-ce que Élise
va utiliser des OGM pour produire du biokérosène. Nous ne demandons qu'à être rassurés. Si l'Église nous répond « nous n'utiliserons pas des OGM, tant mieux, c'est formidable ». S'ils ne répondent pas, nous serons toujours inquiets. S'ils répondent par la négative, s'ils répondent par la positive, c'est-à-dire en disant « oui, effectivement, nous envisageons d'utiliser des OGM », je pense que c'est une information dont la population doit être informée. Alors, on a écrit également, bien sûr, oui, à Access également. À Access et à l'Institut du pétrole, voilà, pour leur demander effectivement ce qu'ils comptaient faire des brevets qu'ils ont achetés. Et on a eu également des contacts avec l'INRAE et le chercheur qui a mis au point ces projets, qui nous a confirmé que les recherches avaient bien abouti, mais ils nous ont bien dit, nous on a fait notre travail de recherche fondamentale, mais ce n'est pas nous qui mettons en œuvre le résultat de ces recherches. Le projet Futurol, ça a été 76 millions d'euros. C'est pas une paille, hein. C'est un très gros projet, dont près de la moitié était financement BPI France, donc financement État. Et ce qui est très curieux, bien sûr, et c'est pour ça qu'on en parle à la presse, c'est que c'est l'omerta. Alors, ça nous a un peu intrigués en disant comment se fait-il qu'on n'en parle pas. Alors, il y a une explication qu'on a trouvée et qui est très éclairante, c'est que autant quand on utilise des OGM dans le secteur alimentaire, il y a tout un protocole d'autorisation, de déclaration et d'autorisation. Mais quand on utilise des OGM hors du secteur alimentaire, il n'y a besoin d'aucune déclaration et aucune autorisation. Donc, là, Futurol, mis en œuvre très clairement dans le cadre de l'ACRE, on prend leur dossier, on ne voit même pas apparaître le mot OGM. On voit apparaître qu'on va utiliser des produits qui permettent effectivement de catalyser la biomasse forestière. Donc là, il y a un vrai problème d'information qui est posé. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est que ces petites bêtes qui vont être utilisées en industrie, est-ce que demain, on ne risque pas de les retrouver en forêt? Et de se mettre à dégrader la biomasse qui est déjà mal en toile. Le projet de lac, il est prévu pour quand? Quelle année ou... Alors, il est dans une phase d'enquête publique. Donc, il y a un très gros dossier. Là, c'est uniquement la synthèse, mais il y a moins de 200 pages de présenter. L'enquête publique a été décalée en janvier, parce qu'il y a eu un problème au niveau de la du commissaire enquêteur ou enquêtrice. Et normalement, il prévoit une mise en œuvre à partir de 2028. C'est-à-dire que 2026, c'est la procédure d'enquête publique. Ensuite, il y a les autorisations qui sont données. Et ensuite, on passe à la mise en œuvre opérationnelle. 2027-2028. Vous saviez chiffrer les 300 000, c'était quel équivalent de la forêt d'Irati et tout ça, vous l'aviez chiffré en hypernos pour souvenir que... Oui, c'est-à-dire que sur ECO, on avait chiffré effectivement que les besoins d'ECO, en une dizaine d'années, c'était l'équivalent du volume de bois qui était sur la forêt d'Irati. Alors aujourd'hui, ils ont réduit, comme je l'ai indiqué, mais on voit apparaître NACRE, on voit apparaître Sogebi, on voit apparaître les autres projets. Donc aujourd'hui, on est bien sur une pression sur la forêt qui est très significative. À un moment, donc c'est des volumes énormes. Alors ils nous disent c'est du 0%, on va utiliser des... Bon, il y a tout un langage qui est utilisé pour minimiser
l'impact, mais il est bien clair que quand on voit tous ces projets qui s'accumulent, que c'est un basculement c'est un basculement du patrimoine forestier tel qu'on le connaît. Parce que derrière, effectivement, on voit bien que s'ils veulent du bois, et c'est bien la stratégie du secteur, et notamment de l'Alliance Forêt-Bois, c'est de basculer d'une forêt, disons, naturelle, vers une forêt industrielle. Donc, pour produire de la biomasse forestière industriellement. Alors que aujourd'hui, tous les scientifiques disent que, et le Conseil d'analyse économique l'a confirmé, l'intérêt de la forêt n'est pas sur la ressource bois en tant que matériau, elle est plus l'intérêt de la forêt, y compris sur le plan économique, se situe au niveau de la fixation du carbone et au niveau de tous les services environnementaux qui sont fournis. Donc on est dans une contradiction complète, où, sous la pression des lobbies industriels, on est prêt à sacrifier le patrimoine forestier. Alors, on peut préciser, là, par rapport à nous, que plus souvent, il y a le groupe Alliance Forêt-Bois qui est partenaire du projet. Alliance Forêt-Bois qui est connu, qui a été dénoncé pour faire des coupes rases, du dessouchage, et souvent pour remplacer de la forêt diversifiée par de la plantation. Et souvent en étant financé par l'État pour ça. Donc c'est extrêmement inquiétant parce qu'on risque beaucoup de, surtout localement, on a une forêt qui est la petite forêt privée où il n'y a pas de plan de gestion, de voir des coupes rases se faire et être de la forêt diversifiée qui est pas riche économiquement, mais très riche biologiquement, être remplacée par de la forêt industrielle. Avec en plus une forêt qui sera extrêmement fragile par rapport aux aléas climatiques, par rapport aux maladies, par rapport aux parasites comme des méthodes qui commencent à se développer dans l'État français. Et là-dessus, on est très inquiet là-dessus parce que on voit bien ce qui se passe avec le nématode. Vous avez vu la carte qui a été produite où sur une vaste zone, on ne peut plus sortir de bois. Donc aujourd'hui, les industriels de la filière disent c'est notre ressource principale, le massif aquitaine, qui est en danger. Si ce massif aquitaine est en danger, où va-t-on trouver le bois? Dans les Pyrénées. On citait Irati. C'est-à-dire qu'il y a, avec l'opération nématode qui va bloquer la partie résineuse, il va y avoir de plus en plus de basculements pour chercher de la ressource dans le piémont et dans la montagne. Donc le risque aujourd'hui est énorme. Et à votre avis, pourquoi ils ont annoncé cette réduction d'entière? Parce qu'ils ont les moyens d'utiliser moins, parce que pour la pression, parce qu'ils ont l'autre moyen de l'OGM, ou voilà. Alors je pense qu'il y a sans doute la pression de l'opinion publique par rapport à la forêt, parce que les gens sont très sensibles par rapport à la forêt en général, par rapport aux arbres. Voilà. Et après, effectivement, c'est une des hypothèses, c'est qu'ils utilisent effectivement ces OGM qui permettraient d'utiliser un autre type de biomasse. Voilà. Mais donc, avec le risque aussi, on ait un changement d'affectation des sols à terme, c'est-à-dire qu'une partie des sols qui actuellement sont en friche ou utilisés pour de l'agriculture, soient utilisés pour un usage industriel, du type miscanthus ou bambou, parce que c'est ça qui est mis en avant comme culture. Le projet NACRE, c'est 1500 hectares de miscanthus et 1000 hectares de bambou. Voilà. Mais ce problème de la chimie verte, ce qu'on appelait la chimie verte, il y a un rêve quand j'ai commencé à travailler, donc il y a
dans le secteur forestier, donc il y a 40-50 ans, déjà on parlait du mythe de la chimie verte. On disait, les arbres contiennent tous les composants chimiques du pétrole. Et c'est logique, puisque le pétrole a été fabriqué par des arbres qui se sont transformés en pétrole et en charbon. Donc, déjà à l'époque, on disait, on devrait pouvoir utiliser la biomasse forestière dans la filière chimie. Donc, faire de même qu'on raffine du pétrole, on doit pouvoir raffiner de la biomasse forestière. Il y a 50 ans déjà. Le frein essentiel, c'est que la biomasse forestière, les arbres, résistent à lâcher leur carbone. C'est-à-dire que l'extraction du carbone des arbres est un processus qui était difficile et très coûteux. Donc ça a freiné cette mise en place de cette chimie verte. Si aujourd'hui, comme le projet Futuron l'annonce, on est capable de transformer avec des OGM la biomasse forestière, donc casser cette résistance effectivement de la biomasse forestière, ça modifie complètement les perspectives. Donc on est en train de vivre ça. Et donc on demande effectivement des explications. On ne peut pas faire ça sans que l'opinion ne soit pas prévue. Alors, un des arguments, quand même, des promoteurs du projet ECO et des autres projets, c'est de dire qu'il faut sortir des énergies fossiles. Alors, une chose qui est claire, c'est qu'avec l'augmentation du trafic aérien de 3 à 4% par an, c'est-à-dire un doublement du trafic aérien en 2050, on ne sortira pas des énergies fossiles. Ce seront des énergies fossiles plus la biomasse. Il n'y aura pas de décarbonation. De toute façon, un carburant sans carbone, ça n'existe pas. C'est comme un baba au rhum sans rhum, vous voulez. À partir du moment où on prend du carbone et qu'on le rejette dans l'atmosphère, c'est un projet de carbonation. Et techniquement, les experts et les scientifiques sont clairs. Quand on fait du kérosène dit bio, avec de la biomasse, ça émet plus de CO2 que quand on fait du kérosène avec du pétrole. Parce que le mécanisme de transformation est moins performant. Mais dans tous les cas, de toute façon, que ce soit du kérosène fossile ou du kérosène bio, dans tous les cas, ça émet du CO2. C'est le même CO2. Donc il y a émission de CO2. Et donc, sans même prendre en compte que ça produit plus de CO2, le système qui nous est présenté de dire on va décarboner en utilisant de la biomasse est un mensonge éhonté. Ça ne pourrait être, ça tient sur l'hypothèse prise par l'Union européenne et inscrite dans les textes des directives que la biomasse forestière est une énergie renouvelable, neutre en carbone, au motif que quand on coupe un arbre, il repousse. Donc il refixe du carbone. Mais la directive européenne ne prend pas en compte les problèmes de temporalité. Certes, les forêts se reconstituent, mais quand elles se reconstituent naturellement, il faut 20, 30, 40, 100 ans, 150 ans pour restocker effectivement le carbone qui a été coupé, déstocké. Quand on replante, ça peut être un peu plus rapide, à condition que la replantation fonctionne. Or, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on a 30% de déchets au niveau des plantations. Donc, il n'y a rien qui marche. Mais on reste, c'est-à-dire que comme le secteur industriel, et notamment le secteur
des transports doit impérativement se décarboner, comme ils n'ont pas de solution technique pertinente, pour les voitures, il y a les voitures électriques, pour l'aviation, il n'y a pas de solution technique. On le sait, il n'y a que l'aviation électrique, c'est dans très très longtemps. Donc ils sont dans une impasse. Et étant dans cette impasse, économiquement, comme il y a la pression du marché pour développer le secteur de l'aviation, ils font l'impasse sur ce problème, effectivement, qui ne fonctionne pas avec la forêt. Il y a un déni, et ce qui est choquant, c'est que ce déni est totalement assumé par l'État. Et là, on le voit bien dans les dossiers qui sont présentés, l'État, il attribue des autorisations au coup par coup. Il ne prend pas le problème global. C'est du lourd. Mais effectivement, on se bat et agit au niveau des associations. Le CAD est sur la brèche. Forêt vivante, bien sûr, dont on fait partie, est sur la brèche. Ils seront demain à Bordeaux. Nous, on sera demain également aux réunions qu'organise la préfecture sur la biomasse dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, mais en face de nous, c'est du lourd. Hein, c'est Airbus, c'est les compagnies aériennes, c'est les aéroports. Voilà. Ils ont les moyens également de communiquer et ils ne s'en privent pas avec le soutien de l'État. Mais l'opinion doit être alertée. Juste pour faire remarquer quand même que le projet ECO, quand ils vont commencer, vont répondre à 1% de la demande de kérosène. Donc si on commençait par supprimer un bon nombre de vols, notamment des jets privés, etc., si on en supprimait 1%, on aurait l'inutilité de cette usine. Donc pour nous, c'est une mauvaise voie. Voilà. Il ne faut pas oublier que c'est un projet quand même à 2 milliards d'euros budget prévisionnel, ce qui sera probablement dépassé, avec des financements publics, pour sortir un carburant qui sera 6 à 7 fois plus cher que le kérosène conventionnel. Surcoût qui sera compensé par des subventions aux compagnies aériennes. Autrement dit, une fois de plus, c'est le contribuable qui va payer. Et on est sur les toutes petites quantités, là, 1%. Voilà, on démarre. Ce n'est que le début. Mais le Conseil d'analyse économique a expertisé la situation et il a rappelé que l'objectif, notamment dans le secteur aérien, c'est de récupérer 30% de la récolte de bois en 2050 pour produire du kérosène. 30% de la récolte qui partirait sur la production de kérosène. C'est dans le rapport. Il le rappelle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont auto-saisis de ce problème, parce que effectivement, si on est à un tel basculement dans les usages, il faut poser la pertinence de ces choix politiques, des politiques publiques. Et dans leur analyse économique, ils montrent très clairement que ça ne tient pas la route. Du moins, il y a une très grande incertitude. Donc, le rapport d'analyse économique, vous pouvez le retrouver, il est sorti en septembre 2025. Et puis, tout le dossier NACRE, vous ne pouvez plus l'avoir, parce qu'il était dans l'enquête publique, et tout le dossier était sur le site de la préfecture. À partir du moment où ils ont décalé l'enquête publique en janvier, hop, ils ont coupé l'information. Donc, heureusement, quelques-uns d'entre nous avaient eu la précaution de télécharger les documents. Et donc, on travaille sur ces dossiers, parce que c'est des dossiers techniques complexes. Mais effectivement, pour la presse, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez plus accès au dossier NACRE. D'une manière générale, le projet ECO est en train d'évoluer d'une drôle de façon. Quand il a démarré il y a plus de 2 ans, ils nous ont présenté leur certitude. La certitude sous forme de tableau,
forme de quantité d'eau, quantité de biomasse primaire, secondaire, agricole, etc. L'électricité. L'électricité, on avait les chiffres précis. Et au bout de 2 ans et quelques de concertation, aujourd'hui, on n'a que du flou. C'est-à-dire, oui, on va baisser l'eau parce qu'on va récupérer de l'eau usée. Voilà. Oui, on va prendre moins de biomasse principale, mais on prend beaucoup plus de secondaire. On envisage peut-être d'aller, ils nous ont présenté une carte où ils iraient jusqu'à capter ça jusqu'aux environs de Madrid. On envisagerait que 80% des transports se fassent en train. Donc, on se dit, mais ils vont mettre des gares dans les forêts, hein, ou ils vont importer du bois par le port de Bordeaux ou par le port de Bayonne, on ne sait pas. Donc, ils ont des termes comme ça, en conditionnel. On envisagerait, il est possible, nous travaillons sur une situation de ce type. Aujourd'hui, on n'a plus de certitude. Donc, ils vont ramasser les pieds de vigne de la région bordelaise. Ils envisagent que le kiwi se casse la gueule et qu'il faille arracher le kiwi pour le... Mais c'est un peu du n'importe quoi, on s'accroche aux branches. Et en fait, tout ça est destiné à ne pas avoir un bilan carbone ferme et définitif. Tout ça est destiné à ne pas pouvoir affirmer qu'il y aura de l'OGM ou pas de l'OGM. Tout ça permet par exemple de dire, ben oui, on va diminuer de 3 millions de mètres cubes d'eau le prélèvement sur le Gave. Mais nous, on sait comment ça marche, ça. La scierie, ici à Bayonne, quand ça a été présenté, 600 mètres cubes d'eau pompés par jour dans la nappe. Et au bout d'un an, tous les mois, tous les jours, le double. Et comment ils ont fait? L'usine était construite avec le préfet, il a donné l'autorisation, dans un nouvel arrêté, de pomper le double. Et donc ça sera pareil pour l'eau. On va diminuer sur le papier, et dans la réalité on va l'augmenter, et donc on mettra un petit sparadrap et on corrigera. Donc le flou permet toutes ces manœuvres-là, et aujourd'hui, Élise, aujourd'hui, c'est le flou. Pour nous, mais pour tous les citoyens, y compris les organisateurs. Alors on a bien compris aussi qu'aujourd'hui on va remplacer le gaz de lac par de la destruction de la forêt. Et donc, alors on nous donne des chiffres de 1500 emplois, etc. Mais jamais on ne met en face de ces soi-disant emplois créés la quantité d'emplois qui vont être supprimés. Parce qu'en captant la biomasse secondaire, toutes les filières existantes vont couler, parce que aujourd'hui, tous ceux qui travaillent sur le bois vont être en concurrence directe avec des gens qui vont avoir, si ça se fait, une capacité financière importante. Et donc, la concurrence va peut-être supprimer plus d'emplois qui ne vont en créer. Là encore, le Conseil d'analyse économique, dans un raisonnement économique, ont très clairement indiqué que toute récolte supplémentaire de bois aboutissait à une destruction de valeur, globalement, puisque la création de valeur sur le secteur traditionnel de la filière bois, c'est un petit 30%, mais si on récolte du bois, ça veut dire qu'on diminue le stock de carbone. Or, le stock de carbone, économiquement, est plus important que le secteur économique traditionnel de la filière bois. Donc, économiquement, aujourd'hui, toucher à la forêt, c'est une destruction de valeur économique. Ça a été dit par les économistes au niveau national. Mais, voilà, ensuite, on est dans du débat et des choix politiques.